Bonjour, bienvenue à toutes et tous en direct sur France Télévisions et France.tv. Nous sommes ici, vous le voyez, au Sables d'Olonne, à quelques minutes, 7 minutes très exactement désormais, du départ de la 10e édition du Vendée Globe. Ce départ, on va vous le faire vivre bien sûr au cours des prochaines minutes. Avec vous, Anthony Broulès, bonjour. Bonjour Virginie. Vous serez à mes côtés, Olivier Couvreur aussi. On parlera du numérique puisqu'on va voir que vous pouvez poser vos questions sur cette course, sur la voile en général, mais aussi sur le Vendée Globe bien sûr. Et puis avec François Gabard. Bonjour François. Bonjour. Merci de nous accompagner à nouveau. Vous allez nous commenter de façon experte, évidemment, ce Vendée Globe que vous connaissez très bien. Vous l'avez remporté, c'était en 2012-2013. On va en parler ensemble, bien sûr, pour savoir un petit peu quelle est la stratégie à quelques minutes maintenant de ce départ. Mais d'abord, on a eu la chance, depuis ce matin, vous qui nous avez peut-être suivis sur France.tv ou sur France 3, de pouvoir vivre aussi cette descente du chenal. Vous savez, la fameuse, mythique descente à bord d'un bateau. C'est celui de Benjamin Dutreux. C'est l'un des 40 skippers engagés cette année dans ce Vendée Globe. Benjamin Dutreux qui a accepté de partager ses dernières heures à terre puis en mer avant d'être solitaire avec Maxime Jaglin, notre journaliste qui est toujours à bord et qui va bientôt sauter comme tous les autres équipiers. Et oui, on est à quelques minutes du départ et comme le veut la tradition et la procédure, pour éviter tout risque d'abordage ou d'accident, les équipiers sautent à l'eau pour laisser les skippers seuls affronter les océans. Il y a Clovis qui est à côté de moi et qui est équipier de Benjamin, qui va sauter avec moi. Il nous reste à dire au revoir à Benjamin et bon tour du monde à toi. Merci à vous les gars. Merci Max. Merci Flo. Merci pour tout. Voilà, les ultimes au revoir. Je vous rends le micro. Et puis Clovis, t'es prêt? Faut se mettre à l'eau. Allez, merci beaucoup, bonne baignade messieurs. Au Vendée Globe. Ciao. Wouh. Salut Maxime. Il a bien sauté. C'était 4 minutes, il fallait que ce soit 4 minutes avant le départ. Ça se passe comme ça, il l'a dit Maxime, c'est notre journaliste qui était à bord, mais c'est comme ça aussi pour la plupart des préparateurs. On n'a pas le temps évidemment d'amener tout le temps un bateau, François, il faut sauter à l'eau. Non, les conditions, là, il n'y a pas beaucoup de vent, qu'on pourrait éventuellement aborder, avoir un semi-rigide qui viendrait proche du bateau. Par contre, on veut éviter d'avoir un accident à ce moment-là. Là c'est assez facile de sauter, il n'y a pas beaucoup de vent. Certains départs de course, des fois, il y a du vent fort, donc c'est pas si simple. Il faut faire attention, mais là, les conditions sont plutôt propices pour pouvoir débarquer tous les équipiers pour que le marin soit tout seul sur le bateau à 4 minutes avant le départ. Le bateau à l'instant de Sébastien Marcel, le Nantais. Effectivement, et vous l'avez vu aussi sur ces images de Guillaume Klein, la plage noire de monde pour ce départ. Les gens qui se sont massés, regardez, sur cette plage des Sables d'Olonne pour voir tout au loin le départ de cette 10e édition. On va les retrouver. Gaël Robic qui lui se situe sur la navette presse, la navette média qui est juste à côté de la ligne de départ. Gaël, on est tout proche là, on est à 2-3 minutes du départ là. Oui, effectivement, Anthony, on est à 2-3 minutes du départ et nous sommes superbement bien placés au pied de la bouée de cette ligne de départ. Une ligne de départ assez large, un peu plus d'1 mille de large, environ un peu plus de 2 km. Mais tous les bateaux sont placés ici au pied de cette bouée. Seuls Alan Roura et Louis Burton font un peu bande à part du côté du bateau comité. Vous apercevez derrière moi notamment Boris Herman. Du côté des réglages, c'est très très simple. C'est grand voile haut pour tout le monde. Toute la toile est sortie. On a même les spies qui sont sortis dans ces conditions qui sont une fois encore très très légères pour ce départ. Merci Gaël. Justement François, je vous voyais voir là, regardez très précisément les voiles qui étaient sorties. Tout le monde a un petit peu à utiliser un peu les mêmes voiles là ou pas? Oui, alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tout le monde est avec, comme on le disait, des voiles la plus de surface possible. Quand on a le vent qui vient de derrière, là ils sont au portant, donc le vent qui les pousse. C'est des conditions qu'on n'a pas souvent sur un Vendée Globe, aussi peu de vent. Et il y a des différences entre les bateaux. Il y a certains bateaux qui ont des spies, comme là sur le bateau qu'on voyait, un spi blanc, et d'autres qui ont des grandes Gennaker. Ça c'est vraiment en fonction des configurations de bateaux sur l'ensemble du tour du monde. On n'a que 8 voiles à bord du bateau, donc il y a des choix un peu stratégiques à faire avant de partir ce matin. Et personne n'en parle évidemment avant de partir parce que ça reste un petit secret. Un petit secret pour troubler les adversaires. Donc là, la bouée orange, c'est le bout sous le vent de la ligne, on ne voit pas le comité. Donc les bateaux sont quand même très très proches à 1h40, alors ça va pas très vite, mais là on voit bien qu'il y a du monde quand même serré près de la bouée. Je pense que la position idéale, qui part tous tribord au portant, c'est d'être le plus proche possible de cette bouée qu'on a vue à l'écran il y a quelques secondes.
Une ligne évidemment fictive qu'il ne faut pas franchir. L'heure, c'est l'heure, avant l'heure. Exactement. Donc là, il y a 1 minute 20 avant le départ. Donc c'est une ligne virtuelle entre cette bouée orange et un bateau comité avec un mât avec un pavillon orange. C'est pas facile quand on est sur l'eau parce qu'on a, c'est une ligne virtuelle, on n'a pas d'outils. Enfin, on a des outils pour se positionner par rapport à cette bouée, ce comité, mais ça reste compliqué. Et si on coupe la ligne trop tôt, on a 4 heures de pénalité. Donc évidemment, on essaye d'être le plus proche possible de la ligne de départ, mais pas trop non plus pour éviter de prendre cette pénalité. Et Sanglier, qui va donner le départ d'ailleurs? On ne sait toujours pas qui va donner le départ officiellement. ce sera probablement Alain Leboeuf, le président du département de la Vendée, qui organise cette course depuis 35 ans maintenant, avec voilà. À gauche, c'est mon ancien bateau qui a un spi prêt à dérouler, mais qui doit être très très proche de la ligne. Donc je pense pour éviter de couper la ligne, là il est quasiment face au vent, il s'est arrêté. Alors que vous voyez, les autres bateaux sont en train d'accélérer. Il y a Vulnérable qui est bien placé, Boris Herman sous le vent aussi. Là il y a du monde, là c'est très très serré là sur le groupe qui est juste proche de cette bouée orange. Parce que ce ne sont pas des bateaux facilement manœuvrants, c'est pas si facile. Des bateaux pour faire un tour du monde, c'est vrai que c'est pas des bateaux pour tourner entre deux bouées. Dans une baie, effectivement, et y rester. Allez, on va arriver à 15 secondes, on va écouter peut-être ce qui va se dire là. Le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, top, départ, Vendée Globe 2024. Vous partez sur une course mythique, l'Everest des mers. On vous souhaite bon vent, on vous souhaite beaucoup de plaisir sur l'eau. On vous souhaite aussi de partager ces moments-là avec les millions de personnes qui vont vous suivre. C'est la fierté de voir ces marins s'élancer sur cet océan mondial. Alain Leboeuf qui adresse ce message au 40 skipper. Alain Leboeuf, le président du département de la Vendée. Alors est-ce que notre juge déjà François Gabard a vu une faute ou pas? Alors je sais pas, il faut attendre, il faut écouter le comité de course sur la ligne qu'on voyait qui était difficile à positionner. Je sais pas s'il y a des bateaux qui ont coupé. En tout cas il y a Thomas Ruyant sur Vulnérable là, qui est très très bien placé. Sam Goodchild aussi, les deux bateaux Vulnérables sont super bien placés dessous. Mon ancien bateau justement qui est en train de faire gonfler son spi, qui était bien placé mais pas lancé. Et après, Charal au-dessus, là, qui a pris le choix d'être plus au vent et qui probablement doit être... là, il n'est pas gêné, donc il va pouvoir assez facilement ensuite accélérer. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un skipper? Vous avez vécu ça il y a 12 ans, quand ça y est, c'est parti. Après des mois, des semaines, 3 semaines de village ici, avec du public, cette fois, on est seul, c'est parti. Là, tout de suite, maintenant, on pense surtout à son réglage. Ça, voit le bateau qui est à côté. Là, on est vraiment dans les quelques secondes du départ où il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'actions à opérer. Après, un peu plus tard, là, d'ici 1 heure ou 2, quand les derniers bateaux vont quitter la flotte, là, on va vraiment sentir qu'on est seul sur son bateau. Avec une flotte qui va rester globalement compacte, parce qu'on se souvient que parfois il y avait des départs canons où on voyait tout de suite que ça traçait dès le départ. Là, finalement, c'est tranquille comme départ, un peu lent même. Il y a vraiment pas beaucoup de vent. Encore une fois, c'est très rare d'avoir ces conditions sur un tour du monde, parce qu'une fois qu'on est parti, on va essayer d'éviter les zones sans vent. Là, par contre, aujourd'hui, à 13h, on était obligé d'être au Sable d'Olonne. Et là, normalement, d'ici même 1 ou 2 heures, les bateaux vont accélérer. Ça ira déjà relativement vite ce soir. Donc là, il y a Hublot, le bateau d'Alan Roura, Johan Richomme avec Arkea Paprec juste derrière, Seb Simon aussi juste derrière. On va justement, François, aller voir Gaël Robic qui va lui peut-être pouvoir nous détailler un petit peu plus auprès de ces bateaux là qui a pris les bonnes options là. Il n'y a vraiment pas de vent. Quand on voit vraiment pas de vent, Antonio. Les bateaux qui sont à l'arrêt, effectivement. On a vu Paul Meillat qui a eu le plus grand mal à passer cette bouée de départ. Paul Meillat qui est vraiment posé avec son beau bateau bleu. On a vu Boris Herman qui prend 2-3 longueurs d'avance sur le reste de la flotte. Sam Goodchild également avec le bateau le Vulnérable turquoise là-bas que l'on aperçoit, qui est également totalement posé aux côtés de Maxime Sorel avec son dragon. On aperçoit Benjamin Dutreux également. Donc tous ces bateaux qui sont véritablement à l'arrêt, qui ont vraiment du mal à progresser. Et à noter, le départ très très tranquille de Charlie Dalin, 2e de la dernière édition. Charlie Dalin qui est tout là-bas du côté de la plage, du côté des Sables d'Olonne, au milieu du paquet. Et vous nous confirmez, Gaël, il n'y a pas eu de bateaux qui ont mordu la ligne Non, a priori, bon départ pour l'ensemble de la flotte. Super. Donc pas de pénalité. Je m'inquiétais, mais merci Gaël de me dire où est mon massif, parce que c'est vrai que je ne le voyais pas sur les images. Puisqu'on va le dire quand même, vous êtes
objectif, mais pas complètement. Je suis partie prenante de tout ça, parce que c'est vrai qu'avec mon équipe, on travaille pour le projet Massif avec Charlie Dalin. Donc évidemment, je suis pas complètement objectif. Là, je le voyais pas, donc je m'inquiétais un petit peu quand même. Bon, mais non, il est bien parti aussi. On a entendu, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, vous, de l'autre côté de l'écran, la clameur qui s'est élevée autour de nous ici et sur la plage au moment où le départ a été lancé très exactement à 13h02, parce que le public, c'est aussi ça le Vendée Globe, au moment de ces départs. On ne connaît pas encore les chiffres de fréquentation ce matin pour la descente du Chenal. Peut-être 350 000, 400 000 personnes. En tout cas, ça a été assez extraordinaire, cette ambiance de départ dont avaient été privés les spectateurs, les skippers aussi il y a 4 ans, puisque je vous le rappelle, le départ avait été donné en plein confinement. Il n'y avait personne sur les pontons ni sur le long du Chenal. Juste nous et les skippers. C'était très différent. Voilà. Olivier, vous êtes à nos côtés, Olivier Couvreur, parce que vous pouvez poser vos questions, vous aussi, sur la plateforme France.tv, Olivier, vos questions sur la voile, sur le Vendée Globe aussi. Et je crois qu'on a lancé un petit pronostic pour savoir qui étaient les favoris. Alors effectivement, ça a déjà bien sûr encouragé les skippers. Les internautes souhaitent bon vent à tous les skippers. Il y a une espèce d'Ola virtuelle qui a été organisée sur notre live chat. Donc ça se passe sur la plateforme France.tv. Et effectivement, la première chose qui vient, c'est tout de suite qui va l'emporter. Alors, vous allez être content, François, parce que Charlie Dalin arrive en tête dans les commentaires. Et puis derrière, il y a Thomas Ruyant et Sam Davis. Voilà pour le trio de tête. N'hésitez pas, si vous nous regardez sur France.tv, sur notre plateforme, bien à réagir et à donner votre potentiel vainqueur, selon vous. Ou votre coup de cœur, pourquoi pas. Victoire virtuelle pour l'instant pour Charlie Dalin, ça fait ça. On en est est déjà loin, sa deuxième, parce qu'on toujours se méfier des sondages et des pronostics. Exactement, c'est ce qu'on dit en règle générale, mais c'est vrai que Charlie Dalin, comme Thomas Ruyant, comme Johan Richomme par exemple, ou Sam Davis font partie des très grands favoris de cette 10e édition. Mais là, on a vraiment l'impression que la course n'est pas partie, mais si, elle est bien partie depuis très exactement maintenant. Je regarde depuis 5 minutes maintenant, mais on n'a jamais vu ça, un départ où ils sont à l'arrêt. C'est vrai, pas très rapide, et par contre on n'a jamais vu aussi autant de bateaux sur une ligne de départ sur le Vendée Globe. C'est vrai qu'il y a 40 bateaux, on voit bien la flotte qui s'étale, et c'est assez impressionnant de voir autant de bateaux. Alors certes dans assez peu de vent, parce qu'on voit, voyez-moi, la voile blanche là, le spi qui se gonfle pas tellement il y a peu de vent. Ouais. On est à quoi, 3-4 nœuds là? Oui, c'est ça, je pense 3-4 nœuds tout juste. Donc dans une heure, ils seront toujours 3-4 000 un peu plus loin. 3-4 nœuds pour nos téléspectateurs qui ne font pas de voile, c'est 6-7 km/h. Exactement, donc on sera à pied à côté, on arriverait à marcher à côté d'eux. En revanche, à la nage, même un Léon Marchand, il aurait du mal, parce que j'ai pas la vitesse exacte, mais mine de rien, dès qu'on est à 3-4 nœuds, un très bon nageur, c'est difficile. Vous parliez de l'image de là, le spi se gonfle pas. Donc, et donc en fait, ces spi, c'est des voiles qui sont très grandes, donc dès qu'il y a un peu de vent, ça permet vraiment de pulser le bateau. En revanche, c'est des voiles qui ont du mal à se gonfler, donc là on le voit bien d'ailleurs. Et là, du coup, c'est plus un frein que vraiment. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Il faut essayer de relofer, c'est resserrer un petit peu le vent pour lancer. Ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a les bateaux, il crée du dévent, c'est-à-dire que le bateau qui est au vent va perturber le vent du bateau souvent. Et là, donc, ce bateau-là, il se retrouve un peu peut-être dans ce qu'on dit dans la fumée des autres bateaux, donc avec un vent qui est un petit peu perturbé. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il s'est arrêté, qu'il a du mal à repartir. Là, c'est du surplace. Oui. Franchement, c'est terrible, parce que quand on sait à quelle vitesse peuvent aller ces engins-là, quand on est dans la pétale comme ça, c'est incroyable. Oui, parce que c'est ça. Donc là, ils sont peut-être à 3-4 nœuds et ils peuvent aller 10 fois plus vite. C'est des bateaux qui sont capables d'aller à plus de 30 nœuds aujourd'hui en pointe, d'avoir des vitesses moyennes à plus de 20 nœuds pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Donc là, j'espère évidemment que c'est le moment où ils seront le plus lents sur cette course et qu'ils pourront... là, ça accélère déjà. Vous voyez, là, il y a un petit sillage. Il a pris une petite risée. Ouais, là, on est, je dirais à vue d'œil, comme ça, au moins 5-6 nœuds. Olivier Hir sur son bateau. Là, je ne sais pas où il est positionné par rapport à l'ensemble de la flotte. J'avais l'impression qu'il y avait peut-être un peu plus de vent au vent, donc ils ont un peu plus de chemin à faire, mais ils ont l'air de prendre le vent dans les premiers. Déjà, c'est plus gonflé. Au niveau de la voile, on voit bien, ça prend davantage. Peut-être que Gaël Robic va pouvoir nous donner, lui, la vitesse de croisière à laquelle il se trouve, et surtout la sensation, lui qui a l'habitude de voir aussi des épreuves de voile, c'est sur place, quoi. Alors Anthony, rassurez-vous, peu de risque d'excès de vitesse pour ce départ de cette deuxième édition. Pour vous donner une petite indication, nous sur notre vedette, nous sommes à 2 nœuds.
Et tout l'ensemble de la flotte est quasiment à l'arrêt, comme on peut le voir ici avec Paul Meillat ici sous nos yeux. On a vu également le SPI de Fabrice Amedeo qui est dans l'eau, le SPI qui faceille du côté de Fabrice Amedeo. Et du côté, j'allais dire, de la tête de la flotte, tant la flotte est groupée, eh bien, on aperçoit Justine Métro effectivement du côté du bateau comité, plus proche de la côte. Justine Métro qui semble-t-il a l'air d'avoir un peu plus d'air, accompagné notamment de Thomas Ruyant semble-t-il, alors que Boris Herman, eh bien, Boris Herman lui aussi est plutôt pas mal placé. François, merci beaucoup Gaël. On va vous retrouver bien sûr au cours de cette édition spéciale. François Gabard, on ne gagne pas ou on ne perd pas une course sur le départ quand c'est aussi long qu'un Vendée Globe? Alors le gagner, je pense pas. Le perdre, par contre, oui, éventuellement. Le Vendée Globe, c'est une course qui est très très longue, une course par élimination. Malheureusement, on peut avoir des problèmes quelques minutes après le départ. Donc là, heureusement, il n'y a pas trop de vent. Donc le risque d'incident entre bateaux est quand même assez faible. Mais il faut être très vigilant. Et c'est ça la difficulté de cette course, c'est que voilà, c'est parti, ils vont avoir 2 mois et demi de concentration permanente et il faut déjà être dessus parce que forcément celui qui sera premier ce soir, il sera un peu plus proche de la ligne d'arrivée. Psychologiquement effectivement, c'est toujours bon à prendre. Voilà donc pour ce départ qui a été donné. C'était quelques heures après cette descente du chenal qu'on a donc vécu ensemble. Je ne sais pas si on a moyen de vous montrer un petit peu quelques images de cette ambiance qui était quand même assez extraordinaire qu'on a pu vivre dans la matinée. Je vous le disais, 400 000 peut-être personnes, on attend le chiffre, mais en tout cas c'était absolument considérable cette affluence au Sable d'Olonne. Je vous propose de revivre ces temps forts, la sortie du chenal des 40 skippers. C'est un record en termes de nombre de participants. C'est un reportage, regardez, signé Juliette Poirier et Nathalie Saliou-Tendron. Le public s'amasse depuis 3 h du matin, ça va être vraiment un super moment, j'ai hâte de prendre plein d'énergie. Les gens m'ont réveillé en fait, parce que j'avais envie encore de dormir, mais toute cette ferveur, les gens qui chantent dans la rue, il est 4 h du mat, tu dis oh, c'est fou, maintenant faut y aller quoi. À quelques heures du grand départ, chacun son rituel. Donc c'est des émotions folles, hyper mélangées. Et c'est pour ça que ces aventures-là, on y va. L'objectif, c'est de profiter de la journée aujourd'hui, parce que c'est une journée unique. Niveau émotionnel, c'est très fort. C'est ça qui fait aussi la course. C'est le public est là. Ils ont beau être prêts, emportés par la ferveur, au moment des au revoir, il y a de quoi ne pas emmener large. Je sais pas quoi dire d'autre. Il faut que les émotions s'expriment, c'est une bonne façon de montrer qu'on est des humains au final. Mais avant de faire le tour du monde, les marins s'offrent une descente du chenal sous les acclamations du public, là où tout est encore possible. Franchement, c'est un moment de joie et une belle victoire d'être là. J'ai envie d'en profiter, de garder toute cette énergie pour ce beau départ. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Maintenant j'ai hâte d'être dans 2 jours à peu près, d'être tout seul sur mon bateau, d'être dans ma course parce que j'attends ça depuis un long moment. C'est le public qui fait cet événement, il ne faut pas l'oublier. Si le public n'était pas là, on ne serait pas là. Tous en place, à bord, retour au calme. L'aventure peut enfin commencer. Et effectivement, l'aventure, elle a commencé, mais tranquille, pour ce départ de la 10e édition du Vendée Globe. François Gabard, on n'a jamais vu des conditions comme ça. Non, aussi faible, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de vent. Le vent va rentrer progressivement. On a l'impression, tout à l'heure, on voyait les images où près de la côte, où on a un peu de soleil, là, au Sable d'Olonne, il fait soleil, alors qu'on voit qu'ils sont un peu sous les nuages au large. J'ai l'impression qu'il y avait un petit peu plus de vent. Et par contre, la position la plus favorable par rapport là où ils vont aller, c'est-à-dire vers la pointe espagnole, était plutôt près de la bouée. Donc je ne sais pas trop là où on en est, mais le vent a l'air de rentrer. Puis on voit, c'est impressionnant, tous les bateaux qui suivent là sous le vent.
Il y a du monde sur l'eau. Hein. Il y a du monde sur l'eau, effectivement, c'est ce qu'on voit. Et il y a une grosse cote par rapport à un IMOCA qui pourrait se trouver en tête. Est-ce que Gaël Robic aurait des news là-dessus? Alors Tony, si vous aviez misé sur Oliver Ea, vous êtes le grand gagnant de ce départ de cette 10e édition. C'est vrai que même le Suisse allemand qui participe à son premier Vendée Globe n'aurait sans doute pas imaginé dans ses rêves les plus fous d'être quasiment en tête du Vendée Globe, en tête de cette 10e édition. Effectivement, Oliver Ea, le Suisse allemand qui a tout plaqué, lui qui était l'ex-boat captain d'Alex Thompson, le skipper gallois. Et bien Oliver Ea qui est donc en tête devant Boris Herrmann et Justine Métro. Voilà pour le tiercé dans l'ordre. À noter les départs très timides, très tranquilles en tout cas, de Tanguy Le Turquet et de Clarisse Kremer. Ah oui, alors là, il fallait effectivement miser. Bon, après, avec le temps, c'est ce qu'on disait avec François, hein, c'est pas forcément les bateaux à foil qui vont s'énerver sur ce type de temps. Non, et puis on le voyait justement, les foils là, ils servent à rien, et donc ça rajoute de la masse sur le bateau. Donc dans ces conditions-là, c'est pas forcément favorable. Mais encore une fois, dès que le vent va venir, ça va devenir intéressant. A priori, à la descente là, sur la pointe Finistère, sur le golfe de Gascogne, là, on va commencer à récupérer un peu de vent. On part au portant. Hein. Les bateaux vont être au portant pendant 2-3 jours, avec un vent un peu plus fort. Hein. Dès ce soir, ils vont être un vent de 10, 15, 20 nœuds, donc 30-35 km/h, ce qui leur permettra de vraiment accélérer. Et ils risquent d'avoir donc au Cap Finistère, à la pointe espagnole, là, il y a souvent une accélération du vent. Donc ça, c'est pour la nuit de lundi à mardi, demain en fin de journée, où là les bateaux vont vraiment aller très vite. Et il va falloir commencer justement à gérer le matériel, à essayer d'accélérer évidemment, mais ne pas casser des voiles, ne pas casser du matériel à ce petit moment d'accélération. Parce qu'on sait que le golfe de Gascogne, il est redouté par de très nombreux skippers et au-delà, jusqu'au Cap Finistère dont vous parliez au large de l'Espagne, parce qu'il y a tellement de trafic à cet endroit-là. Il y a du trafic, et puis à cette période de l'année, il peut y avoir des grosses tempêtes. Alors il se trouve que là, au niveau tempête, ça devrait plutôt bien se passer. C'est plutôt une glissade, mais en effet, il y a du monde, il y a des pêcheurs, il y a du trafic maritime entre Ouessant et donc ce Cap Finistère. Donc c'est jamais simple de 48 partir. premières heures, attention, il faut faire attention. Et là, eh bien, on voit le premier, alors classement c'est beaucoup dire, mais en tout cas par rapport au franchissement de la ligne. Et Boris Herrmann, qu'on voyait tout à l'heure à l'image, qui était donc sous le vent près de cette bouée et qui a priori a réussi à accélérer, donc qui est en tête. Là on voit Initiative, le bateau de Sam Davis, sous Jenaker aussi, pas beaucoup de vent. Alors Sam Davis, on va en dire un mot. Sam Davis, c'est son 4e Vendée Globe. Elle a 50 ans, elle est bien connue sur le circuit de la voile et notamment sur cette course qu'elle adore. Elle y revient donc une nouvelle fois, avec cette fois des ambitions d'être sur le podium, voire à la première place. Ce serait une première pour une femme sur cette course après 9 éditions. Ah bah carrément, et ça serait une bonne nouvelle forcément pour la course au large. Et Sam, elle fait partie des favorites. Alors on n'oublie pas évidemment Hélène MacArthur, qui terminait sur le podium en deuxième, plus de 20 ans, en deuxième. Elle aurait déjà pu gagner, donc pour dire que c'est pas non plus une nouveauté. Hein. Les femmes brillent en course au large. Je pense évidemment à Florence Artaud sur la route du Rhum. Elles sont quand même peu nombreuses. Hein. Je me parle parce qu'elles ne sont que 6 sur 40 encore cette année. Mais c'est pour ça que je vais dire que statistiquement, elles ont des résultats meilleurs aux hommes, puisque par rapport à leur sous-représentativité, elles ont des résultats exceptionnellement bons, avec de nombreux podiums depuis le début. Donc maintenant, on souhaite évidemment qu'il y en ait plus, et il faudrait qu'on soit à peu près à 50-50. Il y a d'ailleurs départ d'un une des skippers engagée cette année, c'est la Suisse Justine Métro, qui a signé des tribunes qui se mobilisent au sein d'associations pour demander plus de parité, notamment de la parité salariale au sein des équipages entre les hommes et les femmes, parce qu'il y a visiblement beaucoup de discrimination et donc du chemin à faire encore dans ce monde de la voile. On voit ici le bateau, pas n'importe lequel. Ah non. C'est celui d'Yannick Bestaven, le vainqueur de la dernière édition, que personne n'avait mis en tête des pronostics. On en parlait, Olivier, il y a quelques instants, et qui l'a pourtant emporté il y a 4 ans. Oui, c'est vrai que c'était Yannick Bestaven qui avait créé la sensation lors de la précédente édition. On s'en souvient, alors que Charlie Dalin était arrivé sur la ligne d'arrivée en premier. Il l'avait passé en premier, mais avec cette histoire justement de sauvetage, eh bien, Yannick Bestaven avait récupéré des orbes de bonification et du coup avait doublé finalement pour remporter son premier Vendée Globe. Alors, on parle de Tour du Monde, on va peut-être pouvoir regarder, Virginie, ce qu'il en est réellement avec cette petite animation qu'on va pouvoir vous mettre. C'est 43 000 milles à peu près le Tour du Monde. 43 000 km, 25 000 milles, pardon. Oui, c'est ça. Voilà.
Avec des zones à éviter, on le voit là, hein, François, des zones de différentes natures. Alors des zones cétacées, donc autour du Cap Vert là qu'on vient juste de voir. Là on descend, on traverse le Poteau Noir, on fait le tour de l'anticyclone des Sainte-Hélène au large du Brésil et puis là on part dans les mers du Sud. Donc là on rentre dans les 40e et on longe les zones d'exclusion antarctique. C'est une zone où il y a des icebergs, c'est une zone qui est dangereuse à la navigation. Et donc on va longer cette zone dans les mers du Sud. Là on passe sous l'Australie, on quitte l'océan Indien, on va passer sous la Nouvelle-Zélande et on va arriver dans le Pacifique. En termes de taille, hein, le plus grand océan du monde. Et donc là, il y a un grand point, le point Nemo qui est le point le plus éloigné de toutes les terres. On arrive enfin au Cap Horn qui marque la fin des mers du Sud et on remonte donc l'Atlantique Sud, une zone qui est encore difficile. On repasse le Poteau Noir et on revient dans l'Atlantique Nord en plein hiver, j'espère au mois de janvier là, pour les marins. Voilà, et on voit bien pour les néophytes que c'est pas de la ligne droite, hein, bien sûr. Hein. Non, c'est relativement simple hein, finalement. Hein. Le Vendée Globe, si on fait le tour de l'Antarctique, le parcours est relativement simple, mais évidemment dans la pratique, les vents sont variables et puis il se passe pas mal de choses. On va voir pas mal d'histoires et d'aventures à écouter, et à lire et regarder ces prochaines semaines. C'est sur 3 caps à laisser à bâbord, vous l'avez vu, un cap de Bonne-Espérance, le cap Lewin et enfin le fameux historique Cap Horn, mythique. Au sud de l'Amérique, effectivement. On parle de ces zones d'exclusion qui n'ont pas toujours existé hein, au niveau de l'Antarctique, effectivement, François, mais ça n'a pas empêché, depuis qu'elles existent, hein, depuis la 3e édition du Vendée Globe, elles ont été créées, et bien, malgré tout, que les records soient battus pratiquement à chaque fois, sauf la dernière, puisque Yannick Bestaven avait mis 80 jours. Je rappelle que le record, il est toujours détenu, non pas par vous, mais par Armel Lecléache qui avait gagné l'édition juste après vous. On va pouvoir le découvrir ensemble. Hein. Ce record, c'était 74 jours, 3h39 minutes. Il est possible de le battre cette année, même si on avait dit la même chose il y a 4 ans. Évidemment qu'il est possible de le battre. Bon, pour le moment, ils partent pas à des vitesses incroyables. Mais grosso modo, le début de course paraît quand même plutôt favorable. Justement, ils vont être au portant, ça va accélérer là dans quelques heures. Et évidemment que les bateaux peuvent battre ce record. Mais j'ai envie de dire c'est un temps de référence. On est sur une course, l'idée c'est d'arriver avant le second. Finalement c'est plus un... C'est pas ce que recherchent les marins, mais évidemment les bateaux ont le potentiel pour aller plus vite autour de la planète. C'est plus des trucs de journalistes, c'est ça que vous dites en fait? Non, mais c'est sûr, on aime bien avoir des repères, on aime bien avoir des chiffres. Hein, oui. Voilà, et les records on les aime bien. Je vais m'attaquer moi dans quelques semaines à un autre record, le Trophée Juin, donc aussi un tour du monde en équipage. En équipage, donc ça c'est... Voilà, on part vraiment sur un mode record. Mais là, c'est le Vendée Globe. Le Vendée Globe, c'est une course. Et donc, on gagne, qu'on le fasse en 85 jours ou en 65 jours, peu importe, il faut arriver avant le second. D'ailleurs, vous l'aviez battu en 78 jours en 2012. Ouais, j'étais déjà passé sous les 80 jours. Voilà. C'était un joli petit clin d'œil à Jules Verne. Exactement. Il y a une question sur notre fan zone. Est-ce que ce départ, François, c'est un peu un kiff des skippers plus qu'un réel enjeu stratégique? Et la question c'est, est-ce que c'est pas une mini-course qu'ils vont tenter un peu de gagner pour marquer un peu les esprits et puis partir devant? Forcément, après on est toujours des compétiteurs, donc on est content de montrer nos bateaux, de les montrer au public, de vous les montrer. On est toujours content d'être devant. Après, on intègre ça dans une course globale, mais encore une fois, c'est toujours bien d'être devant dès le début. Il y a moins de chemin à faire, donc faut pas prendre des risques inconsidérés. C'est évident que c'est pas une finalité, donc on peut se retrouver à l'arrière de la flotte là dans quelques heures. Et pour autant, il reste tellement de chemin qu'on a du temps plus tard pour doubler les autres bateaux. Mais si on peut être devant, c'était Boris Herman. C'était une image intéressante de Boris Herman. Je ne sais pas si on a moyen de nous le remontrer parce qu'on voit dans quoi ils vont vivre quand même pendant plusieurs dizaines de jours. C'est pas du confort ultra quand même, hein, les monocoques. Non, ça reste un bateau de course. Ça reste un bateau de course. Alors pour le moment, qui bouge pas trop. Il faut bien comprendre que quand les bateaux vont accélérer, on se fait pas mal secouer à bord de ces bateaux. Et non, c'est des bateaux de course avec un confort rudimentaire. Donc là, on voit beaucoup de boutons, vous voyez, les 4 winches, hein, on est dans le cockpit, donc toutes les drisses et les écoutes reviennent sur les 4 winches qu'on voyait. Et c'est vrai que c'est des bateaux qui sont bourrés d'électronique, il y a pas mal d'écrans, pas mal d'informations, pas mal de boutons. Faut bien connaître son bateau pour pas se tromper, appuyer sur le bon bouton. Et en plus, on va dire l'espace de vie, il est réduit à 2 mètres carrés. Hein. Il y a la banette d'un côté pour dormir, il y a le siège pour piloter, et puis tous les écrans, etc. Alors l'espace de vie, en effet, il est relativement petit, il est fait pour du solitaire. Et par contre,
c'est un vrai intérêt d'avoir une zone assez petite, parce que justement quand le bateau secoue, quand ça bouge, c'est bien de pouvoir se tenir facilement, de ne pas avoir des grands déplacements à faire dans le bateau pour aller chercher d'une écoute, un réglage. Donc en fait, on essaye toujours de tout centraliser et quelque part, si on peut éviter de se déplacer au maximum, ça évite les accidents aussi ou de se blesser. Alors une petite image clin d'œil, si on peut se recaler au niveau des équipes de Guillaume Klein, c'est vrai qu'on a vu sur la plage des Sables et surtout dans la mer des baigneurs, hein, on est quand même le 10 novembre, c'est vrai que le soleil s'est levé ici eh bien, au Sable d'Olonne, mais vous voyez, les gens se baignent, alors c'est plutôt sympa et c'est une image rarissime quand même. Hein. Si certains doutent du réchauffement climatique, là franchement, puisqu'on est en petite veste et en petit pull, il fait quoi, 18 degrés? Il fait 17-18 degrés. Ils ont mis les pieds, ils sont allés jusqu'au genou. C'est assez incroyable. Ils sont forcément allés plus loin. Parce qu'on a quand même connu, François, vous en savez quelque chose, des éditions où il faisait un froid terrible pour le départ ou pour les arrivées. Bon, là, ce ne sera pas le cas aujourd'hui, pas de vent non plus, mais pas de froid non plus. On va retrouver Gaël Robic, toujours évidemment en mer. Je n'ai pas l'image, je ne sais pas près de quel bateau vous êtes. Eh bien voilà, on va pouvoir le voir. Vous Romain êtes Attanasio, avec là. nous. Ouais. Voilà. Oui, Virginie, bien tout. On a vécu une scène assez improbable, complètement incroyable ici sur le plan d'eau avec Antoine Cornic qui a littéralement déposé Thomas Rouillon. J'exagère un petit peu, mais effectivement, le restaurateur de l'île de Ré, bord à bord avec l'un des favoris de ce Vendée Globe. Il se passe des choses assez incroyables sur ce plan d'eau. Plus sérieusement, eh bien, selon la perspective que l'on a, eh bien, a priori, eh bien, c'est Justine Métro qui a pour l'instant eh bien, pris la tête de ce Vendée Globe, la skipper suisse qui participe à son premier Vendée Globe. Un nom à retenir, Justine Métro, parmi les 6 femmes au départ de ce Vendée. Elle est juste devant Jérémy Bayou, elle qui dispose de l'ancien bateau de Jérémy Bayou. Et juste devant nous, eh bien là, Boris Herrmann qui est littéralement presque en marche arrière, le skipper allemand. Bref, messieurs, dames, à cette vitesse-là, il sera à La Rochelle demain matin. Vous citiez le nom d'Antoine Cornic, hein. C'est un des 40 skippers de cette édition. Parce qu'il faut le rappeler, François Gabard, on a parlé d'un certain nombre de noms, des pronostics pour les gagnants, mais le Vendée Globe, ça reste toujours cette course assez particulière. Pour ça aussi, c'est qu'il y a des compétiteurs qui sont là pour gagner. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des aventuriers, hein. Je pense à Guirec Soudé, je pense à Benjamin Ferré, qui ont fait des tours du monde parfois en stop avant. Guirec Soudé avec une poule à bord de son bateau qui s'est laissé enfermer dans les glaces arctiques. Il y a aussi ces profils dans le Vendée Globe. Oui, c'est une compétition, c'est une régate, mais c'est avant tout un tour du monde. Et un tour du monde à la voile, c'est une aventure. Donc pour ceux qui vont jouer la victoire, ça sera une aventure avec beaucoup de compétition. Mais il y a aussi des histoires à raconter, des histoires à vivre qui sont extraordinaires pour des marins qui sont en effet attirés, fascinés par ce tour du monde, par un tour du monde à la voile, qui vont nous raconter des belles histoires pendant leur expédition, justement, pendant leur aventure. Et c'est ça qui est chouette. C'est ça qui est chouette, c'est qu'on a plein d'histoires très très différentes. On a aussi, je crois, une grande diversité de profils de marins, des hommes et des femmes. On en a parlé, pas assez de femmes, mais ça reste un sport mixte, et des jeunes, des vieux. Et c'est ça aussi qui fait sûrement que le Vendée Globe reste une course quand même extrêmement populaire, hein. Peut-être plus que les autres, il faut le dire. D'abord parce que c'est un tour du monde, c'est facile à comprendre. En fait, on part d'un point, on y revient. Et puis, ça reste une aventure ultime quand même de vivre 3 mois. Il n'y en a pas d'autres. C'est une aventure très universelle. On comprend bien qu'on s'intéresse à la voile, au bateau, à l'océan, peu importe. On comprend bien que un être humain tout seul sur un bateau qui va faire le tour du monde, voilà, c'est quelque chose de très universel. On comprend bien la dimension d'aventure, hein, qui est liée à ce genre de challenge. Et je pense que si cette diversité aussi des marins fait qu'on se retrouve tous quelque part un petit peu dans un marin. Il y a forcément un bateau, un marin où on se sent proche, on fait des métiers très différents. Sur les bateaux, on est tantôt plombier, électricien, on fait du composite, on va faire de la météo, de la communication, on va raconter des histoires comme journaliste. Et donc on peut tous un peu se rapprocher de quelqu'un, ou en tout cas d'une compétence, d'un métier. Et ça, je pense que c'est aussi ça qui fait l'intérêt que le grand public peut avoir pour cette course. Et justement, et l'intérêt qu'a le grand public également, c'est de pouvoir vivre par procuration aussi, hein, cette course, ce fameux Vendée Globe, et notamment, Olivier, sur les réseaux sociaux avec le jeu Virtual Regatta. Exactement. En fait, ça fait partie des mots-clés, hein, qui sont autour de ce départ. Il y a bien sûr le mot-clé pétole, hein, il y a go go go, et il y a aussi Virtual Regatta, parce que ils sont des dizaines de milliers à s'être élancés aussi virtuellement dans ce tour du monde en solitaire, confortablement installés, hein, dans leur canapé, avec leur smartphone ou leur ordinateur. Et ça ils ont les mêmes. inspiré un film récemment avec Jean-Paul Rousse qui vient de sortir, de Xavier Beauvois. Ça s'appelle La Vallée des Fous.
d'un fan de voile, mais qui décide de faire le Vendée Globe en installant un bateau, mais dans son jardin. Dans son jardin. Exactement. Avec le Virtual Regatta. Donc voilà, ils ont les mêmes conditions. Hein, donc, Pas tout à fait quand même. Hein. Non mais Météo. les mêmes conditions météo en tout cas. Et l'objectif, c'est à la fois de suivre la cartographie, le classement des skippers officiels engagés dans cette course, et puis essayer de les challenger un petit peu. D'adapter sa stratégie aussi. On a vu ces très belles images de Brune, ça nous rappelle un petit peu il y a 4 ans, sauf que là le départ n'a pas dû être différé, c'était d'un peu plus d'1 heure il y a 4 ans. Il y a eu des rumeurs qui ont circulé en disant pas de vent, on va reporter. Alors là vraiment pas de vent, hein, on le voit, hein, elle n'arrive pas à se gonfler cette voile, le spi, c'est assez terrible. Ça peut durer combien de temps comme ça ? C'est difficile à dire, le vent devrait remonter, donc les rumeurs en effet étaient avérées, on savait qu'il allait y avoir très peu de vent, après ça joue à pas grand chose, il suffit qu'il y ait 1, 2, 3 nœuds de plus et les bateaux vont partir. Le vent va rentrer progressivement, c'est évident que ce soir les bateaux seront lancés, mais c'est vrai que pour le moment c'est plutôt lent et on voit ces grands spi qui finalement ne fonctionnent pas quand il n'y a vraiment pas de vent, ils n'arrivent pas à se gonfler. Là, on voit le cockpit de Benjamin. Vitreux, effectivement. Là, je pense qu'il règle son pilote automatique, à mon avis, avec la main droite. Donc là, les bateaux sont sous pilote, il ne barre pas le bateau. Et donc là, j'imagine qu'il est en train d'ajuster le cap ou l'angle du bateau par rapport au vent. Je suppose que c'est sa commande de pilote. Avec un cockpit très fermé. Hein. Très fermé, protégé. Parce que là, alors, dans ces conditions-là, pour un départ, dans peu de vent, c'est pas forcément un avantage. Mais dès que les bateaux vont accélérer, il faut bien comprendre qu'il y a des paquets de mer qui peuvent passer au-dessus du bateau. Quand on va à 30, 40 nœuds, il y a des paquets de verre donc, qui arrivent à plus de 50-60 km/h. Et là, en termes de sécurité, c'est vraiment important d'être protégé de ces paquets de mer. Alors justement, là, on va retrouver Gaël sur l'eau avec la navette presse. Gaël, on le disait de toute façon, hein, on est patient parce qu'il le faut. Dans ces cas-là, est-ce que vous avez de près ou de loin vu des bateaux qui avaient réussi quand même à trouver des bonnes options ? Visiblement, la bonne option pour l'instant, c'est du côté, c'est proche de la côte. Il y a semble-t-il plus d'air du côté de la côte, puisque l'on a vu sous le vent de la bouée, Paul Meyer véritablement à l'arrêt. Et à noter, messieurs, semble-t-il un souci pour le japonais Kojiro Shiraishi, lui qui participe à son 3e Vendée Globe. Le japonais que vous apercevez peut-être là-bas, tout au fond, si Raphaël peut zoomer. On aperçoit le bateau noir et blanc du sympathique skipper japonais qui a connu, semble-t-il, un souci technique puisqu'il a été annoncé par la direction de course à la VHF, à la radio. Départ retardé pour le skipper japonais. Et on le voit d'ailleurs, la voile d'avant n'est toujours pas installée. À suivre, donc, une des spécificités du Vendée Globe, c'est une course sans escale et sans assistance. Donc on n'a pas le droit de s'arrêter plus loin au Portugal, en Espagne et avoir de l'assistance. En revanche, on peut s'arrêter si on a un problème technique, on peut s'arrêter ici au sable, on peut même revenir au port, avoir l'équipe qui intervient sur le bateau et reprendre le départ. C'est ce qui est arrivé à Jérémy Bayou lors de la dernière édition. Et Jérémy Bayou et à Michel Desjoyaux en 2008. Donc on peut aussi revenir au port, repartir 48 heures plus tard et gagner la course. Donc il faut mieux prendre la décision si on a un problème ou si on a un doute sur le bateau. Il vaut mieux s'arrêter le plus tôt possible pour avoir une intervention plutôt que de partir et d'avoir un problème technique qui nous suit ensuite pendant tout le Sauf qu'on imagine que psychologiquement c'est vraiment terrible quand on a fait ses au revoir à toute son équipe, à ses proches, de revenir 2 heures ou 3 heures après. C'est jamais simple, évidemment. Partir, revenir, c'est jamais simple. On va regarder en direct là justement, hein, c'est ce départ qui a été suivi par de nombreuses embarcations, notamment avec tous ces gens qui sont sur l'eau. Alors on a dit à chaque fois il faut être prudent. Parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'embarcations tout autour de ces 40 skippers et que c'est toujours dangereux, même si là la mer n'était pas forcément formée, mais on a tendance parfois à être un peu moins vigilant. En général, moins il y a de vent, plus les bateaux se rapprochent aussi, voilà. Et moins on est vigilant, donc il faut faire attention. J'espère évidemment qu'il n'y a pas eu de problème. On est souvent assez fasciné par ces bateaux, donc tout le monde regarde les bateaux de course, mais on oublie des fois parfois la petite vedette qui est juste devant. Donc j'espère que tous les plaisanciers sur l'eau, ils sont nombreux et comme disait Jean, ça fait aussi partie du spectacle. Donc merci à eux d'être là, de générer ce spectacle et j'espère que tout le monde est bien vigilant et que tout le monde va rentrer les plaisanciers au port en bonne forme ce soir après s'en être mis plein les yeux. L'avantage, c'est qu'ils ont eu le temps de prendre toutes les photos qu'ils voulaient de la flotte de ces 40 bateaux, parce que d'habitude, ça part très très vite et en fait, on peut les perdre assez rapidement, enfin très très rapidement de vue maintenant. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et là, c'est vrai que voir 30 minutes après le départ, là, une dizaine de bateaux où il y a à peine une longueur de bateau entre chaque bateau, c'est quand même assez rare. Et c'est parfois un peu stressant parce que même si les bateaux vont pas très vite, en fait, on a toujours un bateau qui est juste à côté. Donc voilà, on ne peut pas vraiment se reposer. Ouais. C'est jamais simple.
Alors sur live chat, on voyait justement à l'instant dans la fan zone, on se pose pas mal de questions et notamment des questions un peu existentielles sur pourquoi justement, on a fait le Vendée Globe, pourquoi on l'a fait? Exactement, c'est Axel qui est en CP, qui va suivre le Vendée Globe avec son école. Ils sont nombreux les scolaires à suivre cette aventure, ce tour du monde. Elle se demande effectivement pourquoi le Vendée Globe existe. Qu'est-ce qu'on répond à Axel? Pourquoi le Vendée Globe existe? Il faudrait poser la question à Philippe Gentot et à ces marins là, dans les années 80 qui ont inventé ça. Mais je crois que parce que l'humain, le marin a envie de challenge. Et c'est vrai que quand on est un marin, faire le tour du monde à la voile, en solitaire, sans escale, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, qui est pas simple évidemment, qui dans les années 70-80 était de l'ordre de l'exceptionnel. Il y avait quelques marins qui se comptaient à peine sur les doigts d'une main qui avaient fait cet exercice. Et l'idée d'en faire une course, de quelque part généraliser un petit peu cette aventure, c'était la vision de Philippe Gentot, c'est la vision de quelques marins dans les fins des années 80 et aujourd'hui c'est une course assez extraordinaire, magnifique. Et il y a toujours moins de personnes qui ont fait le tour du monde à la voile que de personnes qui sont allées dans l'espace ou qui ont fait d'autres gravi l'Everest. Gravi l'Everest par exemple. Ça reste vraiment quelque chose de l'ordre de l'exceptionnel et il faut quand même le rappeler, avec des superstars dans la voile. Il y a des noms qui vont peut-être émerger au cours de cette course parmi les favoris, mais il y en a un, je suis sûre que si je vous le donne, vous allez forcément le connaître, c'est Jean Le Cam. On va dire un petit mot quand même de cet extraterrestre de la voile, en tout cas du Vendée Globe. Il a 65 ans, c'est donc le doyen de cette 10e édition et il part pour son 6e Vendée Globe. Ça vous inspire quoi, François, de partir tous les 4 ans? Il avait dit à sa femme lui avait dit il y a 4 ans, je te préviens, c'est le dernier. Il est reparti quand même, il est toujours avec sa femme, toujours aussi amoureux, on les a vus sur les pontons. Mais voilà, qu'est-ce que ça vous inspire de repartir toujours tous les 4 ans comme ça sur cette course? C'est assez incroyable et c'est vrai que Jean, sa vie est dans la course au large et sa vie, une énorme partie de sa vie, c'est le Vendée Globe. Et je trouve ça beau parce que finalement, il a une passion qui reste intacte. Je pense qu'il a toujours autant de plaisir à partir naviguer sur ses bateaux. Malgré des éditions qui ont été catastrophiques pour lui. Il a chaviré quand même en 2008, il a failli mourir. Il a failli casser le bateau, était au bord de casser la dernière édition et pourtant il repart. Oui, mais ces résultats sportifs, Virginie, François, ils sont quand même extraordinaires sur ce Vendée Globe. Parce vrai. qu'à mis à part l'abandon justement en 2008, on reprend 2e en 2004, 5e en 2012, 6e en 2016, 4e lors du dernier Vendée Globe. Ce sont quand même des résultats sportifs incroyables. Alors qu'il a des bateaux, alors cette année un bateau neuf, mais sans foil, c'est son choix, mais qu'il avait sur les précédentes éditions, sauf la première, effectivement, des bateaux qui n'étaient pas neufs. Donc les performances sont exceptionnelles. Et on peut vous dire que c'est vraiment une star ici. Il est resté les 3 semaines du village du Vendée Globe. Il ne pouvait pas faire un pas sans être arrêté pour un autographe. On va retrouver Gaël Robic. Les images sont belles sur la mer. Il y a une petite lueur de soleil, Gaël, qui ne doit pas être déplaisante. C'est très agréable, pardon. J'ai l'habitude du côté du Havre, effectivement, d'avoir des conditions assez difficiles. Mais là, effectivement, c'est désormais grand soleil sur le plan d'eau et même c'est une mer d'huile. C'est vrai qu'on en profite, mais pour la régate, c'est pas terrible. Et regardez déjà derrière nous, c'est sans doute une des premières images de ce Vendée Globe, premières images saisissantes avec le bateau blanc et bleu. C'est celui d'Oliver Heer, le Suisse-allemand, qui est donc bord à bord avec le Hongrois Chabi Veroes. Les 2 hommes qui sont sur des bateaux d'ancienne génération, des bateaux à dérive et qui sont tout simplement en tête de ce Vendée Globe. Le Vendée Globe qui s'internationalise, on en a la preuve. On a un Suisse allemand, un Hongrois et là-bas derrière sur le bateau noir et bleu, c'est le bateau de Justine Métro. Donc preuve que la voile s'internationalise. On a 11 skippers étrangers, 11 nationalités différentes, 14 skippers étrangers au départ. Et juste derrière, en 4e position, juste juste derrière nous, on aperçoit Clarisse Kremer. Et pour la première fois, un Chinois, Xu, très exactement prononcé, Xu qui participe et qui est descendu tout à l'heure sur les pontons avec une tenue traditionnelle, comme le fait le japonais Kojiro Shiraishi, avec cette tenue traditionnelle et même son sabre. Et bien Xu a également fait cette descente. On sait que le Vendée Globe, c'est aussi un peu ces images saisissantes. Ils ont compris, les skippers, François Gabard, qu'on existe aussi par la communication, par les réseaux sociaux. Oui, ça fait partie de notre travail, c'est de partager aussi ce qu'on vit. Et c'est vrai que grâce au réseau, grâce à Internet, on arrive à raconter les histoires qu'on va vivre sur l'eau, et quels que soient les pays. Et je pense que c'est vraiment bien, évidemment, pour la course au large, de voir ces personnes qui viennent de l'autre bout du monde participer à cette aventure qui est en effet à la base assez française et qui reste une spécialité française, mais qui s'ouvre à l'international, et on ne peut que s'en réjouir.
Allez, 35 minutes de course depuis le départ. Eh bien, on peut vous dire que pour l'instant, c'est la première fois qu'on voit un trio international comme ça au départ. Est-ce que ça va durer? Probablement pas. François Gabard, on peut imaginer. Non, évidemment, je pense que dès que le vent va rentrer, les favoris vont accélérer. Là, ce qu'il faut comprendre aussi, on le voit bien, c'est qu'il fait beau au Sable d'Olonne. On voit que le ciel est un peu dégagé sur la terre. Et puis, dès qu'on voit des images qui partent au large, on voit qu'il y a un peu dans la brume où il y a l'air d'avoir moins de vent. Il y a plus de vent, a priori, près de la terre pour les bateaux qui étaient au vent. Merci beaucoup François Gabard d'avoir analysé avec nous et décrypté ces conditions de départ complètement inédites. Merci d'avoir été avec nous. Merci Anthony, merci beaucoup Olivier d'avoir été à mes côtés pour vous faire partager ce départ donc, du 10e Vendée Globe. Bien sûr, on va vous le faire vivre sur France Télévisions tout au long de ces journées de course puisque ça va durer. C'est une course qui peut durer 80, 90 jours, 100 jours pour certains. Et on retrouvera très régulièrement leurs images qu'ils nous font partager de l'autre bout du monde. Et on se quitte avec les plus belles images de ce départ, la descente du Chenal et du départ du 10e Vendée Globe. Merci à toutes et tous. Je vous souhaite une excellente journée sur France Télévisions.